Bonsoir ou bonjour, selon l'heure à laquelle vous suivez cet entretien dans le cadre de l'émission Perspective. Perspective, comme dans ses habitudes, se penche sur les points qui ont constitué l'actualité de la semaine, du mois ou du trimestre. Et ces points-là sont, entre autres, la reconnaissance d'un médecin congolais, professeur, Denis Mukwege, qui a reçu le prix Nobel de la paix. L'actualité, c'est également la visite de la délégation de l'ONU en République démocratique du Congo, mais aussi la réception des candidats président de la République par la CENI. Il y a cette autre actualité, l'accident du camion citerne dans le Congo central. Pour en parler sur ce plateau, le professeur Mathieu Kalele Kabila, il est sociologue, vous le savez, mais il est président du Front pour un nouveau type de Congolais, mais également coordonnateur adjoint de la dynamique de l'opposition. Professeur, bonjour et soyez le bienvenu sur ce plateau. Bonjour, merci beaucoup. J'espère que de temps en temps vous penserez à moi. Je pense toujours à vous, professeur. Hein? Vous avez l'impression que je ne pense pas souvent à vous? Non, parce que bon, ce n'est pas l'impression, je constate que il se passe beaucoup de jours, beaucoup d'émissions sans que je sois invité. Non, mais dans un passé récent, je vous recevais quasiment toutes les 2 semaines. Mais il faut remettre cette habitude, c'était une bonne habitude. Ah bon, mais il y a plusieurs personnes qui demandent aussi à être reçues. Ma foi, c'est entendu. Nous allons voir dans la mesure du possible comment y répondre de manière satisfaisante. La première question, votre parti, le Front pour un nouveau type de Congolais, il existe réellement ou il existe dans une dimension fictive? Non, le parti existe réellement. Il a une reconnaissance officielle du ministère de l'Intérieur et ça fait depuis officiellement 2007. Donc, il a des membres à travers beaucoup de provinces. Là. Mais pas toute la République? Non, pas toute la République. Beaucoup de provinces. Donc, c'est au nom de cette, je dirais, représentativité que vous avez décidé de vous présenter comme candidat, député national, dans la circonscription du Moamba. Aussi, mais comme candidat, je dis mes ambitions depuis très longtemps ne se limitaient pas à cela. Moi, je fais la politique depuis le banc de l'université. J'ai été plusieurs fois leader estudiantin. Je suis venu à Kinshasa ici pour la première fois comme prisonnier leader étudiant. J'ai même connu un retard de 2 ans par rapport à mon cursus universitaire parce que j'étais en prison comme leader estudiantin. Après cela, j'ai continué plusieurs fois nommé conseiller des autorités politico-administratives, mais de la mairie de la ville de Lubumbashi, du gouvernorat de la ville de Lubumbashi. Je suis venu à Kinshasa comme conseiller politique de M. Tshisekedi, l'adjoint de M. de Maître Mukendi.
et puis ministre, vice-ministre à l'EPSP. Et je me suis dit, à un moment donné, j'ai suffisamment conseillé, il faudrait que je mette en pratique moi-même vos conseils, les idées et mes conseils. Donc je me voyais et je me préparais pour être président, pour poser ma candidature à la présidence de la République. Exactement. J'ai rencontré pas mal de personnes, vous allez continuer, professeur, qui m'ont dit, mais pourquoi le professeur Kalele ne s'est-il pas présenté comme candidat président de la République? Simplement parce qu'en 2006, j'étais directeur de campagne du candidat de la République, Zaïd Ngoma. J'ai sillonné la République. J'ai vu combien ça coûtait, surtout en ce qui concerne le louage des avions. Tout à fait. Je me suis dit, pour faire cette campagne-là de manière sérieuse, il faut avoir ces avions. On ne pouvait pas le faire avec des avions de ligne. Eu égard à ce que j'ai vécu sur le terrain. Après avoir évalué ma force financière, je me dis que ça serait une aventure que de postuler à la présidence de la République. J'aurais certainement beaucoup de problèmes en ce qui concerne les finances par rapport aux moyens de déplacement. Mais connu à travers le pays, oui, j'ai formé beaucoup d'étudiants qui sont partout, à Lubumbashi, à Kisangani, à Kinshasa, avec lesquels j'ai gardé de très bonnes relations. Je pouvais, mais je me suis dit, la présidence de la République, il faut être outillé autrement sur le plan financier. Est-ce que la caution de 100 000 dollars n'est pas parmi les obstacles qui ont fait que vous ne soyez pas candidat? Non. Sur les 100 000 dollars, j'en avais. Je pouvais les réunir. Ce n'est pas ça. C'est essentiellement les déplacements. Je vois ce que nous dépensions à l'époque pour louer les avions en dolo ici. Faire le aller-retour. C'est ça c'est la cause principale qui m'a empêché d'opter pour cette voie-là. Est-ce que prochainement, pourvu que Dieu vous accorde longue vie, vous pensez, vous représentez comme candidat à la présidence de la République? Oui, je me suis toujours dit que je ne mourrai pas avant d'avoir dirigé ce pays. Oui, mais vous l'avez déjà dirigé, vous étiez ministre, vice-ministre. Non, comme président de la République, ministre, vice-ministre, ce n'est pas celui-là qui décide. Comme président de la République, mes ambitions demeurent. Est-ce que vous ne mettez pas un bémol pour dire je ne mourrai pas avant d'avoir dirigé ce pays, mais que la volonté de l'être suprême soit faite? Non, n'entrons pas en religion. Je crois que en matière politique, comme dans beaucoup de matières, il faut que l'homme lui-même se détermine. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Le reste suit. D'accord. La volonté de l'Éternel accompagnera notre volonté si nous sommes réellement résolus de faire quelque chose de positif. D'accord. Est-ce que vous avez connu le docteur Mukwege? Parce que je sais, et vous l'avez dit tout à l'heure, qu'en tant qu'étudiant, vous avez été très actif, arrêté même, foutu en prison, en tôle. Et puis, bon, voilà.
Mais est-ce que vous connaissez le docteur Denis Mukwege, que Colette Brackman appelle le réparateur des femmes? Je connais très bien le docteur Mukwege. Je le respecte. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Je l'ai rencontré plusieurs fois ces derniers temps, à Kinshasa comme en dehors de Kinshasa. J'ai bénéficié de ses largesses. Le docteur Mukwege est l'un de ceux qui ont financé les rencontres que les professeurs d'université ont eu 3 fois à Kinshasa, à Bukavu, à Kisangani et à Lubumbashi. Il a supporté nos billets, il a supporté notre séjour et il a accordé des per diem. Donc, je le connais très bien. Et j'ai de l'admiration pour le travail qu'il fait. Je suis fier de voir qu'il a eu beaucoup de prix et que ces prix, il les partage avec les autres. Il a eu beaucoup de prix, dont le prix Sakharov de l'Union européenne, mais malheureusement, il n'a jamais eu un prix de son pays. Au contraire, son pays lui cause beaucoup de difficultés, à telle enseigne qu'il ne peut se déplacer ici qu'avec l'escorte de la MONUSCO. Alors justement, parlant des ennuis qu'il a au niveau du pays, un média proche du pouvoir organise une émission où on dit, en tout cas ça, il fallait le lire entre les lignes, que le fait qu'il ait obtenu le prix Nobel de la paix, c'était vu d'un mauvais œil. On dit qu'il se fourvoie, quelquefois en politique, et qu'il ferait mieux de rester médecin, point barre. Mais vous savez, moi j'ai publié il y a quelque temps, parmi mes best-sellers, un livre, qui parle de l'attitude du noir vis-à-vis de ces génies. De manière générale, contrairement aux Asiatiques, contrairement aux Européens, contrairement aux Américains, lorsque en Afrique, vous brillez, quel que soit le domaine, vous attirez des ennuis. Même dans le football, même dans le jeu. On considère le génie comme un être dangereux qu'il faut supprimer le plus vite possible. Le docteur Mukwege est admiré et récompensé par des non-congolais, alors que les femmes qui les réparent, pour utiliser le mot, sont des femmes congolaises. Le gouvernement congolais, les riches congolais auraient pu entourer de beaucoup de soins le docteur Mukwege. Mais qu'on aille jusqu'à dire qu'il se fourvoie en politique. Mais lui n'est pas politicien. Il a toujours affirmé qu'il n'était pas politicien, mais qu'il était médecin. Dans son travail, dans ce domaine-là, de sauver les vies humaines, il a la reconnaissance du monde entier. C'est malheureux que dans son pays, on aille jusqu'à affirmer des choses comme ça. Ça montre tout simplement que le noir, par endroits, est noir même dans son propre cœur. Alors, qu'est-ce que vous retenez spécialement de lui
en tant que médecin, en tant qu'intellectuel, somme toute en tant que Congolais? Non, je dis que le docteur Mukwege, je l'ai connu, j'ai entendu parler de lui à partir de son travail comme médecin. Dans les histoires de viol des femmes. Je l'ai connu de renom. J'ai discuté avec lui dans les rencontres que j'ai eues avec lui. Mais comme individu, comme professeur, comme autre chose, non. C'est le docteur Mukwege honorant le pays par des prix qu'il obtient, mais malheureusement, qui ne viennent que de l'extérieur. Mais à devenir un prix Nobel, est-ce qu'on se représente ce que ça signifie? Avoir un Congolais prix Nobel et prix Nobel de la paix. Est-ce qu'on se réalise ce que ça fait pour lui et pour le pays surtout, pour même le continent africain? Ces choses-là n'arrivent pas chaque jour. Hein? Vous auriez voulu qu'on eût fait quoi exactement pour lui? Mais pour le gouvernement congolais, pour le Congolais, à la suite de toutes à la suite de tous ces honneurs, on aurait dû faire quelque chose de fût que un demi-prix au docteur Mukwege. C'est le pays qui est honoré. Sur le plan national. C'est l'Afrique qui est honorée. Mais je n'ai jamais entendu ici le gouvernement le féliciter publiquement avant de faire un geste. J'ai vu ici j'ai vu à Kinshasa ici avec quel honneur et combien d'argent le centre culturel français a dépensé. La dame là a organisé une réception chez elle à la maison, à la Gombe, en l'honneur du docteur Mukwege. Et nous étions invités à cette soirée-là. Le gouvernement congolais, non. Le gouvernement congolais envoie plutôt des soldats pour tenter de le tuer. Vous le savez, combien de fois il a échappé à la mort. Un de ses gardes-corps a été tué dans le cortège. Lui-même, c'est plusieurs fois. Mais cette attitude-là, vous ne la trouverez pas chez les Blancs, chez les Asiatiques, oui, mais chez les parce Américains. Que vous avez dit tout à l'heure que le noir est même noir dans son cœur. Son nom circulait il y a peu comme un potentiel candidat président de la République, un potentiel conducteur, dirigeant de la transition sans Kabila. Et ne trouvez-vous pas que, bon, et plus il est trop monté, plus il a eu l'impression que tout lui était permis? Non, là, c'est nous qui avons demandé à Mukwege de bien vouloir accepter de diriger une éventuelle transition sans Kabila. C'est nous. Et j'étais du nombre. Ça, c'est. Et si faisant, vous l'avez exposé aussi. Non, pourquoi l'exposer? C'est un Congolais comme les autres. Vous n'avez jamais rencontré des médecins qui sont venus des politiciens? Mais il y a fait Rafat et qui? Mais c'est vous qui avez dit que les Noirs que nous sommes, on les mêmes jusque dans notre cœur. Oui, c'est vous qui avez dit ça. Oui, mais c'est-à-dire que il y a eu un groupe de Noirs comme ces femmes, comme les autres qui ont reconnu le travail de Mukwege. Et lorsque nous avons parlé de transition pour sans Kabila,
nous cherchions un homme neutre, un homme politique. Il fallait un monsieur de la société civile qui a une certaine envergure et dans lequel beaucoup de Congolais pouvaient se retrouver. On l'a proposé. Nous avons eu beaucoup de peine à le convaincre d'accepter. Mais finalement, après sa rencontre avec Sarkozy en France, et avec la pression extérieure de tous les milieux, il a fini. Je peux prendre, mais pas pour longtemps. C'est nous qui l'avons poussé à prendre sur le plan politique. Mais ça n'excuse pas le fait que son pays à la tête cherche plutôt à l'éliminer physiquement au lieu de le récompenser ou simplement de le laisser tranquille. Est-ce que vous avez des preuves par rapport à vos affirmations? Vous dites un de ses gardes du corps a été tué, et lui-même a échappé à plusieurs reprises à des attentats, ainsi de suite. Est-ce que vous avez l'impression que ça venait... C'est des notoriétés publiques, Luc. Oui, mais est-ce que ça venait des politiques congolais? Oui, nous n'allons pas entrer dans les détails dans ces histoires-là. Les gens qui ont attaqué avaient des uniformes militaires. Et la preuve maintenant que quand Mukwege se déplace, il doit y avoir une escorte de l'ONU. Je devais le rencontrer il y a peu à Kisangani. On l'a empêché de se déplacer. À Lubumbashi, on l'a empêché de se déplacer. Ce n'est pas lui qui s'empêche. On l'empêche de se déplacer. Très bien. Nous allons y revenir lorsque nous aurons de plus en plus d'éléments sur lui. Mais nous avons eu, ici chez nous, la visite d'une délégation de l'ONU, 15 membres au total qui sont venus, parce que le président de la République, sur la tribune des Nations Unies, a demandé, entre autres, le retrait progressif de la MONUSCO. Et ces gens-là sont venus, ils ont rencontré pas mal de gens, notamment la CENI, le président de la République, le Premier ministre, et l'opposition, ainsi de suite. Ils ont terminé par une conférence de presse, c'était ce dimanche, au siège de la MONUSCO. Finalement, d'après vous, Kalele Kabila, qu'est-ce que la délégation a pu voir en République démocratique du Congo et qu'est-ce qu'elle a dit d'important pour vos politiciens? D'abord, tout à l'heure, la mémoire m'a fait défaut. Je n'ai pas donné le titre du livre dont je parlais, sur les Noirs. Oui. Ce livre-là est intitulé « L'Afrique noire ou la civilisation de la lutte contre les meilleurs ». C'est parmi mes best-sellers qui ont fait le tour du monde. L'Afrique noire ou la civilisation de la lutte contre les meilleurs. C'est bien. Le livre existe. C'est un best-seller avec l'autre livre, le FMI, la situation sociale au Zaïre à l'époque. Oui. Basusuna Bisengo, Basusuna Mawa. Ça j'ai lu et je crois que pour lequel aussi j'ai eu beaucoup d'ennuis. Ouais. Pour lequel aussi j'ai eu beaucoup d'ennuis. Tout à fait. Mais pour ce qui concerne... la délégation de l'ONU. Oui, la délégation de l'ONU, elle était annoncée. J'ai eu l'occasion de la rencontrer lorsque elle a parlé avec l'opposition. J'étais dans la délégation de l'opposition qui l'a rencontrée. Mais qu'est-ce que vous retenez de leur visite en République démocratique du Congo? Et qu'est-ce qu'eux-mêmes ont dit? Lors de notre rencontre, il a été essentiellement question du processus électoral. Tout à fait.
comment ce processus avançait et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il aboutisse. Nous avons donné notre point de vue comme opposition et nous avons exprimé nos attentes à l'endroit de l'ONU qu'il représentait, de son implication pour qu'il n'y ait pas de troubles à l'issue des élections ici. Et ils l'ont dit. On a insisté particulièrement sur des points tels que l'usage de la machine à voter, le nettoyage du fichier électoral. Nous avons trouvé qu'ils étaient très attentifs, mais leur rencontre avec la CENI, avec le président de la République, je n'ai pas assisté, mais je peux donner les détails sur la rencontre avec l'opposition, parce que j'étais membre de la délégation. Alors, quand vous avez posé, entre autres, la question de la machine à voter, et ils ont réagi comment? Ils ont reconnu, parce que ce n'est pas la seule fois qu'ils avaient l'information sur cette machine. Ils avaient déjà beaucoup d'informations que cet instrument-là posait problème. Tout à fait. Pour la paix des élections. C'est pour cela que dans leur conférence de presse, vous les avez entendus appeler à un dialogue entre l'opposition et le pouvoir et la CENI pour trouver un terrain d'entente autour du problème de la machine à voter comme autour du nettoyage du fichier électoral. Alors, là, je voudrais que vous puissiez vous exprimer en tant que candidat aussi, au cas où cela ne se ferait pas. Vous, en tant que candidat, que feriez-vous? Non, ce serait très regrettable. Moi, je ne comprends pas qu'un Congolais travaille pour que son pays ne marche pas du tout. Nous avons une constitution. Elle a été promulguée par Joseph Kabila. L'avant-propos de cette constitution est très clair. Depuis son accession à l'indépendance, le Congo traverse des crises multiples qui l'empêchent de décoller. Et on a conclu, pour mettre fin à ces crises, il faut avoir des dirigeants élus. Parce que la cause principale est que ceux qui dirigeaient jusque-là n'étaient pas des élus. Ils venaient par coup d'État, c'est des suites. Nous avons reconnu ça, nous tous. Et nous avons dit, désormais, nous organisons les élections démocratiques et transparentes. Mais vous arrivez en 2006, vous ne respectez pas cette constitution. 2011, vous ne respectez pas cette constitution. 2016, vous passez outre. Et aujourd'hui, 2018, vous voulez encore passer outre. On dit non. L'erreur est humaine, persévérer dans l'erreur est diabolique. Parce que si vous faites passer des gens dans lesquels la population ne se retrouve pas, le peuple congolais ne se retrouve pas, vous retombez dans le reproche du départ, avoir un pays dirigé par des gens qui ne sont pas élus. Et donc, vous replongez dans la crise, qui a intérêt à ce que on vive dans la crise, que le pays non seulement stagne, mais régresse
de jour en jour, sur le plan économique, politique, culturel, sécuritaire. Qui peut avoir cet intérêt-là de détruire son propre pays? Vous êtes enseignant de sociologie et vous connaissez très bien Machiavel qui nous apprend que lorsqu'on a le pouvoir, on doit user de tous les moyens pour conserver ce pouvoir-là. Et quand vous dites qu'en 2006, en 2011, on n'a pas respecté la Constitution, est-ce que ce n'est pas parce que vous, Kalele Kabila, vous ne vous êtes pas retrouvé dans les jurons des élus que vous dites ça? Est-ce que ce n'est pas parce que, étant dans l'opposition, vous voulez à votre tour accéder au pouvoir et peut-être vous feriez pire que ceux qui sont au pouvoir? Non, ça c'est trop simpliste. Mais je vous le concède. Comme journaliste, vous devez essayer d'être au milieu du village. Mais en 2006, c'est reconnu qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. En 2006, nous avons eu l'effort ici des soldats européens qui sont venus ici. Nous avons eu en 2006 les drones dans ce pays. En 2006, nous avons vu que les résultats ont été proclamés dans un char de combat la nuit. En 2006, nous avons vu que Malou Malou, qui patronnait ces élections, a été remercié après à cause des irrégularités. 2011, ça a été pire avec Ngoï Mulunda. La MONUSCO, l'Union européenne, Joseph Kabila lui-même, tout le monde a reconnu qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. Donc ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas Kalele qui invente. Kalele est membre de ce pays, il veut que ce pays marche. Nous avons toutes les possibilités d'être au-dessus en Afrique. Nous n'avions que deux concurrents, l'Afrique du Sud et le Nigeria, qui aujourd'hui sont en train de nous guider. Nous avons perdu cette chance-là à cause de la manière dont nous gérons notre propre pays. Nous connaissons, on l'a déjà dit ici, en 2009, mars 2009, il y a eu les accords entre le Congo et le M23 qui représentait l'ONUC, Obasanjo, un Nigérian. Lorsque Chibanda, qui lui représentait la partie congolaise, signe un accord dans lequel on reconnaît aux Congolais, aux Rwandais le droit d'être Congolais, d'exploiter les richesses du Congo concomitamment avec le Congo. Et on reconnaît, on intime au Congo, article 17 de cet accord-là, que si un Rwandais est tué en guerre après avoir agressé le Congo, lui, la République démocratique du Congo, dédommage le Rwandais. Vous connaissez cet accord. Obasanjo a posé la question à Raymond Tshibanda. Vous signez ce papier 3 fois. Et Tshibanda a dit oui, le Congo a des problèmes. Ça, c'est de notoriété publique. Donc ce n'est pas un problème de l'opposition, c'est un problème de patriotisme. Que le pays marche bien. Mais il y a des gens
qui trouvent leur bonheur dans la destruction systématique du pays. Alors, j'allais dire presque dans ce souci de vouloir organiser des élections plus ou moins crédibles, la CENI accepte de recevoir les candidats présidents de la République. Ils étaient 21, dont 3 s'étaient fait représenter. Et la question de la machine à voter, à laquelle vous n'avez pas répondu directement tout à l'heure, a été évoquée. Donc, 18 candidats sur 21 disent machine à voter, non. Corneille Nangaa dit nous allons y revenir. Est-ce que la démarche de Corneille Nangaa, acceptant d'écouter les candidats présidents de la République, était-elle mauvaise? Non. Moi, j'ai déjà eu à être dans les délégations de l'opposition qui ont rencontré Corneille Nangaa à plusieurs reprises au siège de l'ONU, au siège de la CENI, pour discuter de la bonne marche du processus électoral. Plusieurs fois. Parfois sur les demandes de l'opposition. Donc ce n'est pas une mauvaise chose. Le processus électoral, c'est un problème de consensus. Que les partis engagés discutent, se mettent d'accord. Mais ce qu'il a fait en rencontrant les candidats à la présidence de la République entre dans la ligne de ce que nous avons fait avant cela, avant ces élections. Mais lorsque Nangaa parle, je demande qu'on soit attentif à ce qu'il dit. Il dit, moi je suis technique. Si les parties prenantes, l'opposition et la majorité se mettent d'accord sur une option, sur la machine à voter, sur une option sur le nettoyage, et me disent rejeter la machine à voter, moi je vais m'exécuter. Nettoyer le fichier, je vais m'exécuter. Il ne cesse pas de répéter. Donc, lui, c'est une institution d'appui à la démocratie. Mais l'impression que vous donnez, c'est de le prendre, lui, comme cible. Comme si le tout, c'est lui qui les fomentait, c'est lui qui les orchestrait, c'est lui qui les rendait opérationnels, si vous voulez. Mais il est à l'avant-plan. Il est à l'avant-plan. C'est lui l'organisateur. Il n'est pas un enfant pour ne pas dire aux gens, monsieur, cette voix-ci n'est pas la bonne. Il a des avis à émettre. Hein? À ce moment-là, quand il vient à l'avant-plan et qu'il prend la parole pour dire moi je maintiens la machine à voter, oui. Il endosse les responsabilités. Oui, mais tout récemment, on a entendu Kalamba dire sans machine à voter, il n'y a pas élection en décembre 2018. Mais il le dit en tant que qui? Parce que ce n'est pas à Kalamba de décider, ce n'est pas à la CENI de décider, c'est une institution d'appui. Ils exécutent ce que les hommes politiques, que le peuple congolais décide. Il ne peut pas de manière péremptoire dire sans machine à voter, pas d'élection. Il le fait, il se substitue à qui? Alors, professeur Kaleli, tous les candidats présidents de la République ont, du moins la plupart d'entre eux, présenté
leur programme ou leur projet de société. Sur le budget, c'est que j'ai constaté, tous sont au-dessus des 50 milliards de dollars américains comme budget de quinquennat. Le plus bas, c'est Matungulu, qui est à 74 milliards. Mais le Premier ministre Tshibala va déposer le projet de loi sur le budget 2019. En dollars, c'est autour de 6 milliards. En francs congolais, c'est 10 milliards de francs congolais. Est-ce que ce budget que présente le candidat président de la République, c'est un budget de campagne ou c'est un budget réaliste? Vous, en tant que sociologue, parce qu'il y a de l'économie aussi dans la sociologie, est-ce que c'est tenable ce que nous présentent les Kamere, les Matungulu, les Mabaya, les Tshisekedi, même Moïse avait dit que pour lui 100 milliards, ainsi de suite. D'ailleurs, il était l'un des premiers à avoir donné les tons. Non, je ne veux pas faire l'avocat des individus qui ont parlé. Les candidats, ils ont présenté les budgets. Mais moi, j'ai ma façon de voir les choses en toute liberté et en tant que scientifique et scientifique politique. D'abord, je n'accepte pas la démarche de part et d'autre. Le budget n'a pas à s'élaborer d'en haut en bas. Le budget s'élabore de bas en haut. On part de besoins réels sur le terrain des communautés de base, des villages, des communes. On monte aux provinces. Province, on arrive jusqu'au sommet. On dit par exemple, pour le Bandundu, nous avons besoin de construire autant de kilomètres de route qui coûtent autant d'écoles qui coûtent autant. C'est ces chiffres-là qui montent. Et il y a une sommation au sommet pour l'ensemble du pays. Lorsque le budget est voté, qu'est-ce qu'on vérifie au niveau des députés? C'est l'affectation. Nous avons voté, par exemple, 10 millions pour le Bandundu en infrastructure. Est-ce que cet argent a été affecté réellement à ce que, conformément à l'option qui a été levée? Mais si vous partez d'en haut sur base de l'imaginaire, ça pose des problèmes. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Deuxième observation. Nos budgets ici, qui paye le gros? C'est des entreprises. Mais ces entreprises ne sont pas entre nos mains. C'est des entreprises capitalistes, dont beaucoup ne payent pas la totalité des taxes, des impôts, etc. Nous avons toujours beaucoup de difficultés, ce que vous êtes en train de vivre sur le plan minier. Moi, je pense que la première chose à faire, c'est d'abord la réforme sur le plan du système économique. Quand vous aurez la maîtrise de l'économie, à ce moment-là, vous pouvez dire, j'aurai autant réalisable et le budget, tout en combinant avec la démarche logique, mon budget sera de autant. Mais quand vous n'avez pas la maîtrise de l'économie, du secteur économique,
que vous savez que vous avez beaucoup de difficultés pour qu'on récolte les taxes et les impôts. Oui. C'est des prévisions, on dit des prévisions budgétaires, mais souvent difficiles à réaliser. Tout à fait. Même déjà pour le gouvernement en place. Je vais vous poser, j'espère que c'est la dernière question, une question justement sur l'accident survenu dans le Congo central. Camion-citerne, coalition avec un bus, il y a des morts. On parle aujourd'hui de 20 morts, des blessés graves, dont d'autres au 3e niveau. Leur vie est sérieusement en danger. Est-ce qu'il y aurait eu une possibilité d'éviter cet accident-là? Et que doit-on faire pour l'avenir? Évidemment, on parle d'accident. Accident, c'est quelque chose qui arrive comme d'imprévu, normalement. On a déjà eu pareil phénomène dans le Kivu avec le carburant. Des camions citernes qui explosent. Et il y a eu des morts. Ça peut arriver également avec les grisous, dans les mines, etc. Mais je ne sais pas, à ce niveau précis, situer la cause de l'accident qui est arrivé. Ce que je peux faire, c'est regretter cet accident, souhaiter présenter les condoléances à la République et aux familles de ceux qui ont péri. Mais en dehors de connaître la cause de cet accident, je ne peux pas émettre un jugement. Je m'en tiens à la dénomination accident. D'accord. Il y a un deuil national de 3 jours décrété par le gouvernement. Et maintenant, c'est la toute dernière question. Vous êtes candidat à la députation nationale pour les comptes de la circonscription du Moamba. Que pensez-vous qui pourrait changer au cas où vous arriveriez à gagner ces élections et à être dans l'hémicycle du Palais du Peuple? Quel est le rôle d'un député? Voter les lois. À ce moment-là aussi, il y a beaucoup de choses à redéfinir. Je vous ai montré ici mon entendement de la manière d'élaborer un budget. Ça va de bas en haut. Ça va de bas à haut. Mais ici, est-ce que d'abord le député, dans les circonstances actuelles, arrive à contrôler les membres du gouvernement? Même si contrôle il y a, est-ce que ces propositions de sanctions sont prises en compte? Le professeur Kalele, comme député un jour, ne veut pas être un député muet. Un figuron. Le professeur Kalele parlera. Comment il parle maintenant? Peut-être encore davantage. Plus, il a beaucoup d'idées à donner. Il a beaucoup de choses qu'il n'apprécie pas dans la manière de fonctionner de cette institution-là. C'est ça son apport qu'il veut apporter en se battant le plus qu'il peut pour que les choses marchent. Parce qu'il vous a dit que comme étudiant déjà, il s'est beaucoup battu, il a fait la prison plusieurs fois dans l'intérêt de ce pays, des étudiants et de la République tout entière. Ce sera votre dernier mot. Je vous remercie de tout cœur, le professeur Mathieu
Kalele Kabila. J'ose croire que prochainement nous allons vous recevoir sur ce plateau. Faites-nous confiance. Et nous aurions pu avoir sur ce plateau également M. Benoît Yulama, qui a été empêché à cause de la pluie, qui a fait beaucoup de dégâts, je l'espère, parce que le tronçon que j'ai emprunté, j'ai vu l'horreur. Pluie à Kinshasa, pluie sur Kinshasa. En tout cas, on ne dira pas qu'après la pluie vient le beau temps. Je vous remercie une fois de plus, professeur. Je vous remercie également, vous, très chers téléspectateurs, téléspectatrices. Je vous remercie enfin toute l'équipe technique, vous, qui nous avez permis de parvenir jusque auprès de nos téléspectateurs, téléspectatrices. Merci et à la prochaine occasion. Merci beaucoup, professeur. Merci.